Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Le gouverneur de la région de Kédougou a fermé les sites d'orpaillage pour anticiper la propagation du coronavirus. Les orpailleurs, sénégalais comme étrangers, se retrouvent dans la galère même si la région est jusqu'ici épargnée de la pandémie. Les détails dans Ecorex et c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Moussa Danfa, bonjour. Bonjour, Diouf. Vous êtes directeur de la radio communautaire de Saraya, Guigui Sembe. Vous connaissez très bien cette partie de la région orientale, cette partie de Kédougou. Alors Moussa, comment vous décrivez la situation actuelle dans les sites d'orpaillage dans le département de Saraya dans ce contexte de pandémie de Covid-19? Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Des mesures ont été prises par l'autorité pour fermer l'ensemble des sites d'orpaillage traditionnels qu'on appelle communément Djoura chez nous, jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes dans une zone minière où l'essentiel de la population s'adonne à cette activité. Donc du coup, on assiste actuellement vraiment à l'arrêt, si on peut dire, des activités d'orpaillage. Officiellement fermé, mais formellement, est-ce que vous avez constaté cela sur le terrain? Si, officiellement fermé, et les gens ont eu à se conformer quand même aux mesures édictées par l'autorité. Moussa, j'imagine que ça doit être très très compliqué pour certaines personnes, notamment les Africains de la sous-région qui sont très nombreux dans cette partie du Sénégal. Ils n'ont pas pu traverser la frontière. Comment ils vivent actuellement sur ces sites-là? Ils vivent des moments très difficiles, il faut le dire, et très hauts aussi. Souvent, quand les gens parlent de Djoura, ils pensent que c'est les étrangers qui sont dans les Djoura. Mais la population autochtone qui est là, qui n'a pas eu la chance de travailler dans ces sociétés minières, ça donne surtout à l'orpaillage et trouvent leur compte dans l'orpaillage. Ces populations aujourd'hui sont désœuvrées. Oui, ils n'ont absolument rien à faire et on le comprend parce que c'est une situation qui nous l'impose. Les gens pensent automatiquement que tous ceux qui font de l'orpaillage là ne pratiquent plus l'agriculture. Or, ce qu'ils trouvent comme recette dans ces sites d'orpaillage, c'est ce qu'ils utilisent pour cultiver. C'est des moyens complémentaires qui les permettent de cultiver. Auparavant, peut-être les gens ont eu à faire des erreurs dans ce sens, mais aujourd'hui, parmi ces orpailleurs, beaucoup ont acheté du matériel agricole, des semences et autres choses, et ont pu emblaver d'énormes surfaces. En attendant qu'il pleut. Maintenant, pendant l'hivernage, beaucoup retournent pour aller cultiver. Donc aujourd'hui, on peut considérer l'orpaillage comme source de recettes aujourd'hui au niveau local. Si des conditions sont améliorées au niveau local, c'est pas les sociétés minières. Les sociétés minières, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Au niveau national, peut-être les gens peuvent sentir leur apport, mais au niveau local, ça reste à désirer. L'État pouvait même ne pas, en tout cas, envoyer des vivres et que ces sociétés minières se chargent de ça au niveau local. Mais force est de constater que voilà. Leurs contributions ont été reçues par le ministère des Mines et de la Géologie. Nous espérons simplement, Moussa, que cette contribution arrivera notamment aux populations impactées par les activités minières. Monsieur Diouf, ce que je voudrais dire, c'est que la contribution que ces sociétés apportent au niveau national, c'est logique, c'est normal. Mais au niveau local, il doit y avoir une autre contribution très conséquente. Oui, je parle dans le cadre de la lutte, de cette présente lutte. Oui, je parle de cette présente lutte. C'est-à-dire qu'au niveau national, quand on voit par exemple la société EGO, qui est la plus grande société minière, qui est en phase d'exploitation, a donné 500 millions au niveau national. Mais au niveau local, ils ont donné 20 millions pour l'ensemble de la région. Vous voyez ce que je voudrais vous dire. Et aujourd'hui, ces sociétés-là qui gagnent des milliards aujourd'hui et depuis des années, des moments critiques comme celle-là, pouvaient quand même faire sentir leur présence à travers leur appui à la population locale. Leur contribution a été jugée très nettement en deçà de ce que l'on attendait d'elle. Très minime. Mais dites-moi, Moussa, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup avant la fin de cet entretien. Comment les étrangers se débrouillent actuellement dans ces sites d'orpaillage? Très difficile, mon frère. Si je dois vous dire la vérité, c'est très difficile. Donc aujourd'hui, l'activité que ces populations menaient, en tout cas, c'était l'orpaillage. Mais aujourd'hui que tout est aux arrêts. Donc ils se débrouillent. Ils ne peuvent pas retourner chez eux, les frontières sont fermées. Les frontières sont déjà fermées. Ils restent ici, ils n'ont pas, voilà. Et ils ne bénéficient que de la solidarité de la population autochtone. Merci Moussa, ça doit être une situation assez complexe. Je vous remercie Moussa. Je rappelle que nous étions avec Moussa Danfa, directeur de la radio communautaire Saraya Guigui Sembe. Merci beaucoup Moussa. Merci, c'est à moi de vous remercier. Nous recevons dans un instant notre second invité. Monsieur Sawer Ndao, bonjour.
Bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Kédougou. Vous avez pris des mesures allant dans le sens de contrecarrer cette pandémie dans votre région, qui reste l'une des régions sénégalaises qui ne sont toujours pas touchées. Nous touchons du bois justement, ces régions qui ne sont pas touchées par le coronavirus. Quelles sont ces mesures prises sur le plan sanitaire et sécuritaire? Voilà, merci Abdou Diouf, nous touchons du bois donc. Jusqu'à présent, on était en train de dérouler un plan de riposte qui nous permet de gérer cette pandémie. Les mesures que nous avions prises, c'est des mesures d'ordre d'hygiène, c'est l'hygiène individuelle que nous prenons avec une forte sensibilisation. Mais aussi, nous avons essayé au maximum de diminuer les rassemblements. En quoi faisant? Par exemple, vous savez que Kédougou est une zone minière, donc avec le développement des sites d'orpaillage traditionnels, il y avait une concentration quand même du monde. L'hygiène faisait défaut. Donc, avec l'appui de Madame le ministre des Mines et de la Géologie, on a pu obtenir quand même une circulaire allant dans le sens de fermer les sites d'orpaillage traditionnels. Et on l'a formalisé par un arrêté. Et l'ensemble des sites d'orpaillage traditionnels ont été fermés et surveillés en cofaisance, parce que notre souci, c'était de diminuer le contact et diminuer les rassemblements. Et qui connaît les sites d'orpaillage, ça génère beaucoup de monde. Oui. Et il est difficile d'avoir l'hygiène nécessaire pour pouvoir quand même maintenir une extrêmement bonne santé au niveau de ces sites. Et vous avez constaté que cette mesure de fermeture a été suivie? Oui, ça a été suivi. Pourquoi? Parce que nous avons privilégié d'abord la sensibilisation. Parce qu'on a fermé les sites d'orpaillage traditionnels, c'est lié en fait. On a donc sensibilisé les populations, les exploitants, pour leur faire comprendre que nous étions en danger. Il y avait une pandémie qui sévissait. Il fallait que tout le monde prenne ses responsabilités, accompagner le gouvernement au niveau du plan de riposte qui a été mis en place. Encore faisant, en essayant de maximiser l'hygiène au niveau individuel. Et deuxièmement, essayer de diminuer les rassemblements, diminuer les contacts. D'abord, il y avait l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui interdisait tout rassemblement. Donc, il frappait donc les sites d'orpaillage. Mais pour le mettre en œuvre, il nous fallait donc aller directement vers la fermeture. On les a sensibilisés, on a expliqué. Et ils ont bien compris que cette mesure était d'ordre sanitaire. Et donc, vous avez fermé tous les sites. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prévues pour justement accompagner ces populations qui vont être quand même impactées parce que leurs moyens de subsistance justement vont être tout simplement coupés? Oui, pour le moment, vous savez, c'est une première. Cette pandémie, c'est une première au Sénégal qui a poussé à prendre des mesures extrêmement draconiennes qui n'ont pas été envisagées. Cela voudrait dire quoi? Que dans les perspectives, il n'était pas pour le moment question de fermer les sites d'orpaillage. Donc c'est pourquoi au moment de fermer, en lieu et place, on n'avait pas des solutions d'accompagnement pouvant apaiser la souffrance des populations. Mais on est en train de réfléchir avec les sociétés minières qui sont sur place, comment on peut faire pour un peu accompagner ces exploitants artisanaux qui étaient au niveau de ces sites d'orpaillage. Parce qu'effectivement, quand on a fermé, aujourd'hui j'étais en tournée dans le Moussala où j'ai été jusqu'à Kolia, où il y a un site d'orpaillage. Quand j'ai rencontré le chef de village, il m'a dit qu'effectivement, ils étaient un peu fatigués parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais j'ai trouvé sur place qu'il y a des entreprises minières qui ont quand même accompagné en vivres, parce qu'ils m'ont montré dans le magasin les vivres qu'ils ont reçus. Donc on va essayer au maximum de rassembler les entreprises minières et ils sont dans ce siège. L'ensemble des entreprises minières sont dans ce siège. Et chaque entreprise est en train de faire quelque chose pour accompagner les villages qui l'accueillent. Très bien. Donc, cet accueil va être vraiment destiné à cette population. Oui. On va voir comment l'étendre à l'ensemble des sites d'orpaillage. Très bien. Et vous avez pris en compte les étrangers vivant parmi ces populations de Kédougou qui ne peuvent plus retourner chez eux parce que les frontières sont fermées? Oui, parce que nous, lorsqu'on a fermé les frontières, le mot d'ordre était que chacun reste là où il est. Du moment qu'on a prôné le fait de rester sur place, il nous fallait donc ne pas faire de distinction entre Sénégalais et non-Sénégalais. Donc on a demandé aux gens de rester là où ils sont. Donc impérativement qu'ils soient Sénégalais ou non-Sénégalais, on sera obligé de les prendre en compte dans ce qui va être fait. Ça c'est d'un. Deuxièmement, nous sommes dans un cadre harmonisé ou cadre intégré qu'on appelle UEMOA-CEDEAO, où la libre circulation des biens et des personnes est prônée. Donc nous sommes dans un cadre sous-régional. Et rien que ça aussi, nous devons ne pas faire trop de différence entre celui qui est sénégalais et celui qui n'est pas sénégalais. Pour ça, essayer de traiter au maximum en fonction des moyens dont nous disposons. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Merci. Nous étions avec Sayer Ndao, gouverneur de la région de Kédougou. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
La chronique du docteur Ousmane Cissé, bonjour. Bonjour Abdou. Vous êtes docteur en droit minier, ancien directeur des mines et de la géologie. Vous nous retracez ce matin l'histoire de l'orpaillage. Oui, l'exploitation de l'or au Sénégal remonte à plusieurs siècles. Dans la période précoloniale, sous une forme artisanale qui ne présentait pas d'en tirer tous les avantages, les sites traditionnels d'exploitation de l'or, où les graviers des rivières étaient traités, se répartissaient, selon certains historiens, entre les bassins du fleuve Sénégal, de la Gambie et du Haut-Niger. Communément appelé site d'orpaillage, constitué de places aurifères généralement placées sous l'autorité du chef de village, maître incontesté du jugement, qui procède au sacrifice rituel et répartit selon les coutumes locales à chaque famille son périmètre d'exploitation. Le travail de chaque mineur consistait à creuser un puits et lorsque le soubassement était atteint, à se diriger le plus vite possible vers les puits les plus proches. Le mineur avait donc le droit d'exploiter son puits jusqu'au point de rencontre avec ses voisins. Dans ces sites gravite une foule d'acteurs, de commerçants et autres. Et aujourd'hui au Sénégal, des résultats significatifs ont été enregistrés dans le domaine de la promotion et de la réglementation de l'exploitation artisanale, dont l'environnement a connu une plus grande rationalisation, avec notamment l'organisation de la profession d'orpailleur, la création de couloirs d'orpaillage, la définition des modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptoirs d'achat de métaux précieux et finalement le renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle. Merci beaucoup Dr Ousmane Cissé, docteur en droit minier, ancien directeur des mines et de la géologie. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini, merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.